fortune immobilière. On compte sur vous. Merci beaucoup. Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphren. La crise agricole qui va vers la décrue, apparemment, décrue de la mobilisation. Après les annonces gouvernementales, on va en reparler parce qu'au-delà de cette mobilisation se posent toujours beaucoup de questions sur l'état du secteur primaire en France. Le discours de politique générale de Gabriel Attal, que l'on mettra donc en vis-à-vis de cette crise, et ce premier test pour le Premier ministre, comment a-t-il affronté? Est-ce qu'il s'est bien débrouillé finalement dans cette première épreuve? Et ça sera l'une des questions que l'on posera aussi à nos débatteurs. Et puis les autres annonces qui ont pu susciter pas mal de commentaires, que ce soit sur le SMIC ou sur d'autres sujets. On ira aussi en Israël, Gaza, puis l'agence palestinienne pour les réfugiés palestiniens, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui est au cœur d'une polémique autour de sa proximité avec le Hamas et qui risque de devoir mettre la clé sous la porte, même si certains la proposent comme prix Nobel de la paix. On verra ce qu'en pensent là aussi nos débatteurs. La grève dans l'enseignement public, c'est la suite de la controverse autour de la ministre de l'Éducation nationale et de la polémique qui avait aussi impliqué le collège Stanislas. On a également mis cela au menu de ce grand débat en présence de Priscilla De Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie. Bonjour Priscilla. Bonjour. Jean Sevilla, journaliste au Figaro Histoire et au Figaro Magazine. Bonjour Jean. Bonjour. Et Guillaume Goubert, ancien directeur de la rédaction de La Croix. Bonjour Guillaume. Bonjour Louis, bonjour à tous. Allez, sur cette question de crise agricole, de réponse politique, de décrue, c'est vrai que dans les métropoles, on est devenu de plus en plus étranger aux réalités du monde rural. Et là, avant le salon de l'agriculture qui s'ouvrira le 24 février, il semblait urgent de trouver une sortie de crise. Est-ce qu'on va vers la sortie de crise, Priscilla ? J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression, en tout cas, le mot d'ordre de la FNSEA et des jeunes agriculteurs hier, c'était de lever les barrages. Mais sortie de crise, parce que l'État a beaucoup cédé. Attal a beaucoup promis aux agriculteurs. Les défenseurs de l'environnement aujourd'hui crient à haro parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'État revient, le gouvernement revient. C'est incompatible entre les écolos et les agriculteurs? Non, justement, en fait, je pense que le grand tort de ce conflit, et souvent, c'est d'opposer l'environnement, la sauvegarde de l'environnement et la sauvegarde des intérêts des agriculteurs. Les agriculteurs sont les premiers... les premiers touchés par les changements climatiques. Donc, je pense que le fait de la mise en pause, par exemple, du plan Éco-Phyto, je ne suis pas sûre que ça les aide véritablement. Je ne sais pas si c'est... Enfin, moi, l'impression que j'ai, je ne suis pas non plus... j'ai l'impression que le gouvernement a quand même pas mal cédé. Attal a beaucoup promis. Alors, il a promis beaucoup d'argent, donc il reste encore à le financer. Mais la réalité aussi de ce conflit, c'est que tout se joue quand même au niveau européen. C'est-à-dire que la France a pu céder ce sur quoi elle a la main, notamment sur les taxes sur le gazole. Mais tout ce qui concerne la PAC, tout ce qui concerne le Green Deal, c'est l'Europe qui va décider. Donc là-dessus, l'enjeu reste encore énorme. Jean Sévilla. Évidemment, on va évidemment vers une fin de crise. Le gouvernement a beaucoup lâché, oui. La difficulté avec les questions agricoles, c'est que soit on est dans le débat très technique et il faut être technicien, soit on est dans les généralités au risque parfois du café de commerce. Voilà. Je crois que le problème est un problème global et je ne dirais pas insoluble, mais compliqué. D'abord, la FNSEA, est-ce que c'est représentatif de l'ensemble du monde agricole? Je n'en suis pas certain. Il est certain aussi que le modèle de la toute petite propriété agricole, qui a d'ailleurs quasiment disparu, c'est pas la même chose que les grandes entreprises céréalières de la Beauce qui possèdent des dizaines d'hectares, qui sont riches à milliards. Par ailleurs, en effet, tout se joue au niveau européen. Le problème, c'est qu'on est l'agriculture française qui, historiquement, est au cœur de l'identité française. La paysannerie, c'était encore 50% du monde actif au début des années 50. A disparu. 500 000 agriculteurs aujourd'hui. On disait que la France, tout à l'heure, avec Gilles Brochard, qui est spécialiste des questions alimentaires, disait qu'on importe plus de la moitié de nos volailles, ce qui paraît quand même... 50% de nos volailles sont importées, ce qui paraît quand même... Et puis on peut décliner ainsi de suite les choses. C'est finalement une problématique liée au libre-échange. Qui est liée au libre-échange, absolument. Alors voilà, c'est donc la contradiction, je dirais, d'un métier de la terre, enraciné par définition, qui aujourd'hui a versé
et avec son propre consentement, dans une économie de type libéral, ultra-mondialisée. Et donc là, on est au cœur de ces contradictions. Moi, je pense que, étant donné la philosophie politique qui imprime profondément le gouvernement, Gabriel Attal, à mon sens, était étant une sorte de clone d'Emmanuel Macron. Ils sont fondamentalement libre-échangistes, fondamentalement, je dirais, avec une vision libérale, mondiale de l'économie. Et je pense qu'il lâche des éléments pour calmer le jeu, mais je veux dire, le problème de fond je pense qu'il ne sera pas résolu. Je veux dire, le monde agricole va continuer à souffrir de ses propres contradictions, et c'est quasiment, à mon sens, il faudra un choc mais je ne sais pas lequel choc. Donc on est dans un problème qui est immense. Guillaume Goubert. Moi, je pense qu'effectivement, comme l'a dit Jean Sévillia, le monde agricole est très hétérogène, avec des écarts de revenus absolument considérables entre un agriculteur de montagne et effectivement un céréalier de la Beauce, et qu'il n'y ait qu'une seule organisation professionnelle, disons une organisation professionnelle dominante comme la FNSEA, finalement, fait qu'on noie les contradictions sous l'argent, parce que le gouvernement a quand même beaucoup lâché financièrement aussi. Et effectivement, ça ne permet pas d'affronter un certain nombre de défis, notamment les défis environnementaux, qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui souffrent énormément et d'autres qui vivent très bien, mais qui se gardent bien de le dire sur les toits. Voilà, je pense que nous avons tous des contradictions par rapport à ça. Je pense que les consommateurs ont leur part de responsabilité dans la situation telle qu'elle est. Au début des années 60, l'agriculture, c'était 30% du budget des ménages. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 20%. Les 10 points d'écart, est-ce qu'ils sont passés dans des choses véritablement importantes? Je n'en suis pas sûr. Ce qui fait que, par exemple, les agriculteurs qui font l'effort de se transformer en entreprise bio n'en sont pas vraiment récompensés parce que les consommateurs ne suivent pas. Et actuellement, vous trouvez du lait bio qui est vendu au prix du non bio parce qu'il y a une surproduction de lait bio. Voilà, donc il y a aussi une responsabilité importante des grandes entreprises de distribution. Alors ça, il semblerait que le gouvernement prenne cette dimension-là en compte, notamment en se mobilisant, en disant qu'il va se mobiliser plus exactement contre les centrales d'achat européennes qui permettent, en centralisant les achats hors de France, d'éviter certaines contraintes légales qui ont été instaurées pour favoriser un revenu minimum pour les agriculteurs. Voilà, on voit bien que ce sont des questions très complexes où, comme nous l'avons dit les uns et les autres, il y a beaucoup de contradictions. Alors, Guillaume Goubert, Priscilla Decelles, Jean Sévillia, les mesures dont vous parlez sans doute, Guillaume, c'est les lois Egalim qui visent à empêcher que les producteurs ne fassent les frais de la guerre des prix féroces entre les supermarchés d'une part et les fournisseurs de l'agro-industrie d'autre part. En fait, les producteurs sont d'une certaine façon dépossédés du produit de leur travail dans la mesure où ils ne fixent pas le prix, ce sont d'autres qui fixent le prix. Alors, justement, les lois Egalim, il y a 3 lois Egalim qui ont été produites, la dernière en 2023. Elles visent justement à ce qu'il y ait un prix garanti aux producteurs, aux agriculteurs. Et hier, Emmanuel Macron a plaidé à Bruxelles pour que cette loi Egalim, cette version de la loi soit étendue à l'échelle européenne. La loi Egalim, elle est bien faite. Les agriculteurs plaident pour qu'elle soit réellement appliquée, parce que c'est ça le problème. Beaucoup de centrales d'achat contournent la loi Egalim pour payer le moins possible et que ce delta, cette quotité assurée aux agriculteurs ne leur soit pas payée ou soit rognée. Et Emmanuel Macron a plaidé pour que ce modèle-là soit appliqué au niveau européen. C'est vrai, parce que en fait, c'est ça, le revenu des agriculteurs vient aussi du fait qu'ils sont pris en étau entre les distributeurs et les centrales d'achat, et que souvent, ça soit les dindons de la farce, si je peux me permettre. Mais est-ce qu'il y a une idée qui, je pense, satisfera tout à fait les écologistes, par exemple? Aujourd'hui, on a des tomates qui viennent d'Andalousie, par exemple. Est-ce que c'est normal? Voilà, est-ce qu'on peut se satisfaire d'un modèle qui bafoue les saisons, qui en fait provoque le désir constamment et le désir d'achat en proposant à toutes les périodes de l'année tous les produits?
Est-ce que ça... Ouais, mais il y a aussi la responsabilité des Est-ce que- consommateurs. je Oui, veux mais alors dire, on revient au consommateur, mais le consommateur ne fait qu'acheter ce qu'on lui propose, non? Oui, mais enfin, oui, le mais consommateur, il est décideur aussi. Moi, je trouve. En quoi décidez-vous? Je décide de ne pas acheter de tomates en hiver, je décide de ne pas acheter de fraises en hiver. Produire local, produire de saison, c'est du bon sens. En fait, moi, ce que je trouve de façon assez paradoxale, c'est que ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'essayer de revenir à ce qu'on vivait il y a 50, 60 ans. Je veux dire, on n'allait pas acheter des fraises en hiver. Moi, mes parents, mes grands-parents n'allaient pas acheter des produits qu'on ne produisait pas à 50 km autour de chez eux. Bon, mais là, ça serait assez simple à décider, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Goubert? Au niveau européen, c'est pas très simple parce que on a quand même l'Espagne fait partie de l'Union européenne, donc comment dire, il n'y a pas de barrière douanière. En revanche, là où on peut agir et où il faut agir, c'est sur certains accords internationaux de libre-échange avec l'Amérique du Sud, qui est particulièrement ce qu'on appelle le Mercosur, qui est particulièrement en débat actuellement, puisque l'accord est en cours de finalisation entre l'Union européenne et le Mercosur, pour qu'il y ait ce qu'on appelle des clauses miroirs, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas entrer sur le territoire de l'Union européenne des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations, aux mêmes exigences en termes environnementaux que ce qui est produit en Argentine ou au Brésil. Ah, le poulet Mercosur, ça va être 3 € le fait. kilo, et le poulet français, c'est à 11 €. Absolument. Donc là, il y a des enjeux importants qui se jouent, et c'est vrai que ce sont des changements comment dire, philosophique, presque changement de paradigme qu'il peut y avoir dans la conception qu'on a du commerce international depuis quelques générations, parce que là aussi, c'est quelque chose de récent, et de considérer que ce qu'on va gagner sur l'industrie, par exemple en vendant des produits industriels au Mercosur, ne justifie pas d'accepter des produits alimentaires d'une qualité inférieure à ceux qui sont produits à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, autre injonction contradictoire peut-être, hein. Le consommateur veut des produits qui soient absolument impeccables du point de vue de l'hygiène, et c'est vrai que là, on a un niveau d'exigence presque dément là-dessus, mais qui peut se comprendre. Par exemple, j'ai vu que pour des poules pondeuses, il y avait 167 pages de réglementation pour des poules pondeuses. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un mal français qui consiste à produire de la paperasse? Ça, c'est quand même un discours qui revient souvent. Est-ce que c'est l'un des éléments clés de la crise? À un moment, on avait parlé de choc de simplification. Ou est-ce que c'est un mal européen qui reproduit le mal français? Je ne sais pas. Les deux s'ajoutent. J'en sais bien. Il y a un empilement. Je veux dire, il y a en effet une tradition administrative française d'empilement des lois, des règlements, etc. Et en plus, se sont ajoutées les lois européennes et auxquelles on rajoutera. Donc il y a un espèce de jeu pervers où on ne sait pas, il y a un moment, on ne sait pas qui décide. Voilà, je veux dire, et moi, ce qui m'inquiète pour l'avenir, c'est que la philosophie profonde, je veux dire, on a une classe politique qui a fait un choix de tout européen depuis très longtemps, et où on a diabolisé l'idée de protection nationale parce que ce serait un discours politiquement marqué, etc. Il y a des grandes nations, les États-Unis, qui sont une grande nation démocratique, ont une politique protectionniste à leur échelle. Je veux dire, je pense que toute politique Et qui ont une politique nationaliste agressive. Et même agressive, tout à fait. Donc je veux dire, exclure par principe, par philosophie, toute idée de protectionnisme paraît dangereux et créer un déséquilibre et dont notre agriculture, entre autres, est victime. Déjà, si on protégeait le marché européen, ça serait une bonne chose. On a l'impression que c'est un mouvement national, mais les paysans allemands, les paysans néerlandais manifestent tout autant. Il y avait des Italiens hier à Bruxelles. C'est l'agriculture européenne qui est en cause là aujourd'hui. Allez, Priscilla de Selve, Jean Sévilla, Guillaume Goubert, le Premier ministre Gabriel Attal, si on ouvre une page un petit peu plus politique, a fait référence, on va commencer par ça, son homosexualité hier, mardi, lors de son moment politique le plus solennel, c'est-à-dire la déclaration de politique générale à l'Assemblée. Il y voit une preuve que les mentalités évoluent. Être français en 2024, c'est dans un pays qui, il y a 10 ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous. Pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité, a-t-il déclaré aujourd'hui. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge. Bon, c'est peut-être anecdotique, mais c'est l'un des éléments de son discours, avec d'autres annonces que vous allez commenter. Rappelons qu'il est âgé de 34 ans. Alors, Jean Sévilla vous a dit c'est un peu un clone d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il a réussi quand même à travers ce discours à imposer une marque qui lui est un petit peu plus personnelle? Jean. Moi, je ne la vois pas, franchement, en dehors de tout esprit polémique. Enfin, je veux dire... c'est Gabriel Attal, c'est l'homme du en même temps. La différence d'âge n'est pas si marquée que ça avec Emmanuel Macron. La différence, je dirais, générationnelle, mentale, culturelle.
Donc on a le même type qui devient le type dominant dans la classe politique aujourd'hui, d'ailleurs, qui est une classe politique, c'est le modèle ENA Sciences Po, déconnecté des réalités. Mais Alors, il n'est pas nouveau le modèle ENA Sciences Po dans la politique. non, oui, je sais bien, oui, mais c'est d'accord, mais ça fait 40 ans qu'on en est là, 50 ans, et on n'en sort pas. Oui, mais alors, et alors, on a un problème des banlieues, on a un problème de l'agriculture, on a un problème de l'école, etc., etc. Donc, il faut peut-être aussi poser des questions. Peut-être que le modèle aussi d'homme politique que nous produisons n'est pas apte à répondre aux défis de notre société. Sélection des élites, c'est la question clé. Priscilla, pour vous. Ouais, oui, j'allais dire. Vous êtes d'accord ou pas? Parce que... Oui, oui, je suis d'accord. Je suis Bah, c'est un débat, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Non, Je ne vous intime pas d'être d'accord. Non, moi, je réagis à l'introduction de ce sujet. Quand Gabriel Attal parle ouvertement de son homosexualité, ça me fait penser à sa prédécesseuse, je ne sais jamais Son comment on dit. prédécesseur, vous pouvez Son le dire. prédécesseur, voilà. C'est un épicène. Qui nous parlait du fait qu'elle était pupille de la nation, que son père avait été déporté. Il y a un moment où pour rendre l'homme ou la femme humaine, il faut... Too much. Je ne sais pas si c'est too much. J'ai l'impression que c'est un exercice obligé par lequel tous doivent passer. Il faut à un moment fendre l'armure, comme pour reprendre le mot de Juppé ou Jospin, je ne sais plus lequel. Jospin, merci. Voilà. Bon, peu importe. Et c'est vrai qu'il était assez touchant dans cet exercice-là. Après, moi, je rejoins entièrement Jean sur le fait qu'on a eu un Macron bis, que c'était ouvertement libéral sur le plan économique, qu'il y a eu genre 15 minutes d'éloge de la politique macroniste depuis 2017. Voilà. Et puis après, il a fait du Attal, c'est-à-dire qu'il a ancré des grandes idées sur des exemples extrêmement concrets. Mais moi, je me pose à chaque fois la question, est-ce qu'un Premier ministre français doit dire que les jeunes qui font des bêtises, on les mettra en internat pour qu'on les coupe, pour pouvoir les couper de leur milieu familial. Je me pose toujours la question de savoir si vraiment c'est son sort et qu'est-ce qu'il va faire dans cette sphère En fait, la parole est bien adaptée au poste qu'on incarne. Vous estimez que c'est une parole de ministre et pas de Premier ministre, ça, par exemple? Oui, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est peut-être aussi d'abord du ressort des parents, puis des éducateurs. Enfin, Gabriel Attal n'est pas un éducateur, il est le Premier ministre de la France. Oui, d'abord, il n'a pas d'enfant. Encore. Oui, bon. Donc il est mal placé, selon vous? Oui, je pense quelque part. Je pense qu'on peut parler de choses qu'on Alors voilà ce qu'il a dit. Il a dit tu expérimentées. casses, tu répares. Hein. Tu casses, tu répares. Hein. C'est quand même le couple. À partir du moment où le président de la République est aussi le Premier ministre, parce que c'est ce qui est le cas, ça date pas de Macron, c'était déjà avec Sarkozy. Eh bien, le Premier ministre, il est ministre. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de Premier ministre. Voilà. Non, donc, mais Jean, ça devrait vous faire plaisir quand il déclare « Nous devons faire respecter l'autorité partout, dans les classes, dans les familles, dans les rues ». C'est là-dessus qu'il a bâti sa popularité à l'Éducation nationale. Oui, voilà. Maintenant, on attend les faits. Et puis, les faits, il y a la parole du ministre, puis il y a la réalité dans l'administration de l'Éducation nationale, puis il y a la réalité, comment réagit le terrain. Et on n'a pas l'impression que le personnel enseignant soit tout à fait sur la même ligne. Ce grand oral, Guillaume Goubert. Je pense que mes camarades ont dit des choses importantes, c'est-à-dire le fait qu'effectivement aujourd'hui, comme on ne sait pas très bien à quoi sert un Premier ministre, c'est pas nouveau, mais ça s'est accentué avec Emmanuel Macron, il est obligé de jouer une partition un peu particulière qui consiste effectivement à énumérer un certain nombre de mesures très concrètes. Moi, ça ne me choque pas, mais là, il me semble qu'il y en a quand même carrément beaucoup. Voilà, moi, une chose qui m'a frappé quand même, c'est que c'est un discours qui appelle au travail, qui appelle à l'effort, ce qui me réjouit, parce que je pense qu'effectivement, le travail est vraiment quelque chose qui est très important dans nos vies et dans la vie de la société. Donc, encourager les chômeurs à reprendre le travail, etc., ça me paraît très bien. En revanche, c'est un discours où il y a une absence totale. C'est un sujet, moi, qui me paraît très important. C'est celui de la lutte contre les inégalités. Et là-dessus, il n'y a eu strictement rien. Et je pense qu'on ne peut pas, d'un côté, dire qu'on supprime telle allocation pour les chômeurs en fin de droit, et de l'autre côté, ne rien dire sur un certain nombre de pratiques fiscales, etc., qui font que les plus riches, qui sont une petite minorité, mais qui est très visible, continuent à s'enrichir toujours plus. Très bon exposé du jeune Giscard, a ironisé le député insoumis François Ruffin, l'ancien président, faisant allusion donc au style de l'ancien président Giscard d'Estaing, qui avait aussi révolutionné la France à son époque. Lever les tabous et les verrous, libérer les énergies, la croissance, baisser les charges, débureaucratiser la France, l'uniforme à l'école, l'Europe solution miracle. Et alors évidemment, il ironise. Jean-Luc Mélenchon, qui n'ironise pas, dit « c'est le discours le plus réactionnaire depuis un siècle ».
C'est votre avis ou... Non, Non. Enfin, s'il fallait croire ce que dit Mélenchon. Ah bah, je ne dis pas que j'y crois, je cite simplement. Non, c'est pas, non, c'est pas sérieux. Enfin, c'est pas sérieux. Il est très sérieux, Mélenchon, mais je trouve que ça n'enrichit pas le débat public de dire des phrases aussi péremptoires. Je veux dire, il faut plutôt essayer de rentrer un peu dans les détails et de voir ce qui effectivement peut être considéré comme réactionnaire. Et là-dessus, il n'y a aucune argumentation, donc je trouve que c'est pas. Alors moi, je n'ai pas bien compris. Peut-être que vous pouvez m'expliquer sur le SMIC, parce que d'un côté, je crois que personne n'a compris. Le ministre du Travail dit, donc Catherine Vautrin dit, le SMIC ne sera pas supprimé. Donc elle justifie le besoin de recadrer ou de repréciser ce qu'a dit Gabriel Attal par rapport à la désmicardisation de la société. Oui, c'est pas évident. Hein. C'est comme pas facile, pardon. Tous les journalistes de radio et télé le détestent. Désmicardisation de la société, voilà. Non, mais en fait, c'est mécanique. Le SMIC, il faut pas, évidemment, faut pas éradiquer, enfin, faut pas annuler le SMIC. Il faut qu'il y ait un salaire minimal en France, un salaire décent. Mais c'est très simple, c'est que le SMIC étant indexé sur l'inflation, augmente avec l'inflation qu'on a connue qui a été très forte, et les plus bas salaires en France, eux, se tassent. Donc il y a un moment où les deux lignes se rejoignent. Donc c'est vrai qu'il y a un phénomène de désmicardisation. Désmicardisation, vous avez oublié le D. Voilà, de la France, c'est un fait. Est-ce qu'il faut la désmicardiser? On voit bien l'esprit qui... Non, mais il faut augmenter les salaires, il faut que les gens puissent décemment vivre, il faut... je ne sais plus combien, on a combien d'inflation, 17% en 2 ans, un truc comme ça. On en fait, la Croix, elle fait régulièrement, la Vie aussi. Régulièrement, on va aller auprès des plus pauvres, auprès des gens les plus précaires, qui aujourd'hui ont basculé de l'autre côté de la crête. Avant, ils étaient dans une forme de précarité. Aujourd'hui, ils sont pauvres. La Fondation Abbé Pierre a sorti son rapport il n'y a pas longtemps sur les questions du logement indigne. Mais on est en France. Il n'est pas normal qu'en France, des gens vivent avec si peu ou survivent avec si peu et se demandent si demain, ils auront encore un toit sur leur tête, quoi. C'est vrai, mais pour augmenter les salaires, il faudrait-il diminuer les charges des entreprises. Je veux dire, ça va venir une fiscalité qui est démente, y compris une fiscalité sur le travail. Quoi. Je veux dire, donc, je dis même pour les petits entrepreneurs. Je ne parle même pas, Mélenchon va nous citer le cas des grands groupes industriels, mais un petit entrepreneur est tout sous les charges. Il ne peut pas embaucher. Je veux dire, un artisan ne peut pas embaucher un net dont il aurait besoin. Un SMIC net qui est à 1100 €, un SMIC net, l'employeur, un petit peu plus, peut-être, on va dire 1002, l'employeur va vous dire qu'il paye en fait 200 ou 300 € de charge en plus dessus. Ouais. Voilà, donc et oui, même plus si vous ajoutez. Vous avez des entrepreneurs qui vous disent mais en fait je paye ça et j'ai l'impression de payer le double. En fait, je paye le double si j'ajoute les charges et je ne sais pas en fait où va tellement l'argent entre ce que paye l'entrepreneur et ce qui arrive dans la poche du salarié. Il y a en France quand même une distorsion très importante entre l'un et l'autre. Peut-être qu'il y a un nœud, je ne sais pas, Guillaume Goubert. C'est-à-dire qu'en France, on a des services publics qui sont relativement coûteux, et qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, qui font qu'effectivement, il y a beaucoup de charges pour couvrir tout ça. C'est le système de protection sociale qui est comme il est. Alors, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel, en France, on n'arrive pas à faire beaucoup de progrès depuis fort longtemps, parce que moi, j'ai souvenir d'avoir écrit des choses là-dessus il y a 20 ou 30 ans, c'est sur l'efficacité de la dépense publique. Qui sont des sujets sur lesquels il y a beaucoup de travail dans des pays comme les États-Unis, par exemple, où le Parlement, le Congrès fait des études très précises sur ces sujets-là. En France, c'est un peu le rôle de la Cour des comptes et elle le fait, mais ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Donc, ni beaucoup d'écho, ni beaucoup de suite, souvent. Oui, tout à fait. C'est une vraie question que vous posez là. Guillaume Goubert, Jean Sévillan, Priscilla de Selve, on se quitte pour les infos, on se retrouve pour la seconde partie du Grand Débat après 8h.